Mes parents ont saboté ma vie, me rendant SDF. Mon père exigeait des excuses. Mais une femme a surgi, ma grand-mère l'avait engagée pour m'aider quand tout irait mal. Ce qu'elle m'a laissé a choqué toute la ville. Je m'appelle Caroline Dubois. J'ai 28 ans. Et pendant 3 ans, mes parents ont appelé chaque employeur auprès duquel je postulais pour leur dire que j'avais un casier judiciaire. Ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai même jamais eu une contravention de stationnement. Mais à l'âge de 27 ans, je vivais dans un foyer pour sans-abri, je me lavais les cheveux dans le lavabo d'une station-service et je ne mangeais qu'un repas par jour parce que personne dans un rayon de 50 km ne voulait m'embaucher. Mon père m'envoyait un SMS une fois par semaine, toujours le même message, rentre à la maison, excuse-toi et peut-être que j'arrêterai. Puis, un mardi matin, une femme a frappé à la porte du foyer et a prononcé 7 mots qui ont tout changé, votre grand-mère m'a engagé pour vous retrouver. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Saint-Hilaire, dans la Creuse. La semaine suivant mon 25e anniversaire. Le jour où j'ai décidé que j'avais fini de demander la permission d'avoir une vie. Saint-Hilaire. Un peu plus de 4000 habitants. Une supérette, un lycée, un relais routier qui sert le même rôti de porc depuis 1987. Le genre d'endroit où tout le monde vous salue depuis son perron et sait à qui appartient la camionnette garée là où elle ne devrait pas être. Les Dubois, c'est nous. Nous étions considérés comme des gens bien. Mon père, Gérard, avait travaillé comme chef d'atelier à l'usine de fabrication de Saint-Hilaire pendant 19 ans avant sa fermeture. Ma mère, Denise, faisait du bénévolat à la banque alimentaire chaque année. Sur le papier, nous étions la famille que les gens montraient du doigt en disant « Voyez, c'est comme ça qu'on élève une fille ». Derrière la porte d'entrée, les choses fonctionnaient selon des règles différentes. Je n'ai pas eu ma propre clé de la maison avant l'âge de 20 ans. Je n'avais pas le droit de conduire à plus de 15 km sans appeler au préalable. Quand j'ai eu 14 ans et que j'ai commencé à débarrasser les tables au relais de la Nationale 7 après l'école, au SMIC, rien de glamour, mes chèques de paie allaient directement sur un compte bancaire joint que ma mère avait ouvert pour les garder en sécurité. Je n'ai jamais vu un relevé. Je n'ai jamais demandé. C'est ainsi que les choses fonctionnaient. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien, major de ma promotion. J'avais une conseillère d'orientation qui m'a prise à part en terminale et m'a dit « Caroline, tu pourrais obtenir des bourses, des vraies. » J'ai ramené les brochures à la maison. Mon père ne les a même pas ouvertes, il les a posées sur le comptoir et a dit « L'université, c'est pour les gens qui ne savent pas travailler de leurs mains. » Alors je suis resté, j'ai nettoyé, j'ai cuisiné, j'ai tondu la pelouse, j'ai aidé ma mère au jardin et j'ai écouté mon père raconter comment le monde s'effondrait tous les soirs au dîner. Et tous les soirs, il me regardait de l'autre côté de la table et disait la même chose, tu as un toit, de la nourriture et une famille. De quoi d'autre une fille de ton âge a-t-elle besoin? Pendant longtemps, je n'ai pas eu de réponse. La semaine après mes 25 ans, quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de bagarre, pas de point de rupture. J'étais debout dans la cuisine en train de récurer la même poêle en fonte que je récurais depuis mes 12 ans. Et une pensée a atterri dans ma tête comme une pierre à travers une fenêtre, je vais avoir 40 ans, debout à cet endroit précis, faisant exactement cette chose. Cela m'a fait plus peur que tout ce que mon père avait jamais dit. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque municipale de Saint-Hilaire, et je me suis assise à l'un des ordinateurs publics du fond, ceux avec les claviers collants et la limite de temps de 15 minutes, et j'ai créé une nouvelle adresse email. Pas celle de la famille que ma mère surveillait, une nouvelle, juste à moi. J'ai trouvé une annonce pour une quincaillerie à Millemont, à 20 minutes à l'est. Ils avaient besoin d'une vendeuse, temps plein, horaire de bureau, mutuelle après la période d'essai. J'ai tapé ma candidature avec 2 doigts et j'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir me dissuader de le faire. 2 jours plus tard, une réponse est arrivée. Ils voulaient me faire passer un entretien. Jeudi à 10h. J'ai lu cet email 3 fois. J'ai fermé le navigateur. Je suis rentré chez moi les mains tremblantes. Pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je crois que c'était de l'espoir. Ce soir-là au dîner, quelque chose clochait. Mon père était assis en bout de table, fourchette dans une main, journal plié à côté de son assiette. Il m'a regardé une fois, juste une fois, avec une expression que je ne pouvais pas nommer. Ma mère se tenait à l'évier, nous tournant le dos à tous les deux,
lavant une vaisselle qui était déjà propre. Personne n'a dit un mot. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Milmont pour cet entretien. Le directeur m'a serré la main à la porte. Il a souri. Puis il m'a fait asseoir et son sourire a disparu. Il s'appelait Bernard, la cinquantaine, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Il avait ma candidature imprimée sur le bureau entre nous. Caroline, a-t-il dit. Je vais être franc avec vous. D'accord. Y a-t-il quelque chose dans vos antécédents que nous devrions savoir? J'ai cligné des yeux. Non monsieur, rien. Il a enlevé ses lunettes, s'est frotté l'arête du nez. Nous avons reçu un coup de téléphone hier. Quelqu'un, je ne vais pas dire qui, a mentionné une condamnation pour vol aggravé. La pièce a tangué. J'ai agrippé la coudoir de ma chaise. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Bernard m'a regardé et je pouvais le voir. Il voulait me croire, mais il avait aussi une entreprise à faire tourner et un appel téléphonique qui résonnait dans son oreille. Je suis désolé, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas donner suite. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de radio, pas de pleurs, juste les lignes blanches de la Nationale 7 qui défilaient floues. Quand je me suis garé dans l'allée, mon père était assis sur le perron, le journal ouvert sur ses genoux. Il n'a pas levé les yeux. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Je suis resté là, clé en main, fixant le dos de son journal. Il a tourné une page, lent, décontracté. Bien, ai-je dit. Bien. Il a plié le journal. Ta mère a fait un pot-au-feu. J'ai subi le dîner. Pot-au-feu, haricots verts, eau du robinet. Ma mère a parlé de la nouvelle clôture des voisins. Mon père hochait la tête comme si c'était la chose la plus intéressante qu'il ait jamais entendue. Et quelque part entre le pot-au-feu et l'eau, une pensée a commencé à se former. Petite, laide, impossible. Savait-il? Je l'ai refoulé. C'étaient mes parents. Les parents ne font pas ça. Je n'allais pas la refouler longtemps. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai postulé à 3 autres endroits. Une supérette à Rivebois, un entrepôt à la limite du département, une brasserie à Courtenay qui embauchait pour l'équipe du matin. Les 3 m'ont appelé pour des entretiens. Les 3 ont annulé dans les 48 heures. La supérette a dit qu'ils avaient pourvu le poste. L'entrepôt n'a jamais rappelé. Mais la brasserie était différente. La propriétaire, une femme nommée Patricia, a été honnête avec moi. Elle s'est penchée par-dessus le comptoir et a baissé la voix. Ma petite, quelqu'un a appelé ici à ton sujet. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu avais un casier judiciaire. Vol et fraude. Était-ce une femme? Patricia a hoché la tête. Elle a dit qu'elle était une voisine inquiète. Une voisine inquiète. Cette nuit-là, j'ai attendu que mes parents aillent se coucher. Je me suis faufilé dans le couloir jusqu'à la pièce de couture de ma mère, la seule pièce de la maison qui était uniquement la sienne. J'ai ouvert le tiroir du bureau, écarté les chutes de tissu et les pelotes d'épingles, et il était là, un petit carnet bleu. Je l'ai ouvert. L'écriture de ma mère, soignée, nette, la même cursive qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire. Dans la colonne de gauche, des noms, quincaillerie de Milmont, supérette de Rivebois, logistique départementale, brasserie familiale de Courtenay. Dans la colonne de droite, des coches rouges. Chaque endroit où j'avais postulé, coché un par un. Je me tenais dans cette pièce sombre tenant le carnet et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ma mère avait une liste. Elle me traquait. J'ai remis le carnet, fermé le tiroir, marché jusqu'à ma chambre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à fixer le plafond, retournant une question encore et encore. Comment combattez-vous les gens qui sont censés vous protéger? Le lendemain matin, j'ai placé le carnet bleu sur la table de la cuisine. Ma mère versait du café. Mon père beurrait ses tartines. La radio jouait une vieille station de variété française. Tout était normal. Tout était ordinaire. Maman, ai-je dit, explique ça. Denise a regardé le carnet. Sa main s'est arrêtée au milieu du versement.
Le café s'est répandu sur le comptoir. Puis les larmes sont venues. Mais tu as fouillé dans mes affaires. Sa voix s'est brisée sur commande. C'est comme ça que je t'ai élevé? À fouiller dans les affaires privées de ta mère? Tu as appelé mes employeurs, chacun d'entre eux. Tu leur as dit que je suis une criminelle. Je l'ai fait parce que je t'aime. Elle a pressé une main sur sa poitrine. Le monde extérieur est dangereux. Tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver à une fille seule. Mon père a reposé sa tartine. Il n'a pas élevé la voix. Il ne le faisait jamais. Nous te protégeons. Caroline, tu penses pouvoir survivre dehors? Tu ne sais même pas cuisiner pour toi-même. Je cuisine tous les repas de cette maison depuis mes 16 ans. Il a ignoré cela. Laisse tomber ça tout de suite. Je vais appeler la police. Gérard a ri, un souffle court par le nez. Et leur dire quoi? Que ta mère a passé un coup de fil? Ils vont te rire au nez et te faire sortir du commissariat. J'ai regardé ma mère, les larmes coulant sur son visage, le café s'étalant toujours sur le comptoir. J'ai regardé mon père, calme comme un dimanche matin, en train de beurrer tranquillement sa deuxième tartine. Si vous n'arrêtez pas, ai-je dit, je pars. Il n'a pas scié. Tu franchis cette porte, tu sors avec rien, pas d'argent, pas de papier, rien. Je pensais qu'il bluffait. Ce n'était pas le cas. J'ai fait mes bagages ce soir-là. Un sac à dos, 2 changes de vêtements, une brosse à dents, mon chargeur de téléphone et une photo de ma grand-mère que je gardais dans ma table de nuit. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère se tenait dans le couloir, les bras croisés, le visage sec maintenant. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de plus dur. Si tu pars, a-t-elle dit, tu es morte pour nous. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, remplissant le couloir comme un mur. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Je suis sorti sur le perron, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire. Solde, 0 €. Des années de chèques de paie, les pourboires de la brasserie, l'argent des anniversaires de Mamie Margot, chaque euro que j'avais jamais gagné, disparu. Ma mère était sur le compte depuis mes 16 ans. Elle n'avait pas besoin de ma permission pour le prendre. J'ai besoin de mon acte de naissance, ai-je dit, et de ma carte vitale. Ils appartiennent à cette maison, a dit mon père derrière la moustiquaire. Et puis il l'a fermée. J'ai descendu l'allée à 21h47 un mardi d'octobre. J'avais un sac à dos, un téléphone avec 11% de batterie et 12 € en liquide dans ma poche arrière. Je n'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais pas de plan. Je n'avais nulle part où aller. J'ai marché jusqu'à la station-service sur la Nationale 7, je me suis assise sur le trottoir sous les néons. Un semi-remorque est entré et sorti. La caissière à l'intérieur m'a regardé une fois à travers la vitre, puis a détourné le regard. À 23h16, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Rentre. Excuse-toi. J'y réfléchirai. J'ai éteint le téléphone. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que la batterie allait mourir de toute façon. J'avais 12 € et nulle part où dormir. Mais pour la première fois en 25 ans, personne ne me disait où aller. J'ai trouvé le foyer communautaire de Saint-Hilaire 2 jours plus tard. Et une femme au comptoir de la station-service, la même qui avait détourné le regard ce premier soir, m'en a parlé lors de ma deuxième matinée à dormir dans les toilettes. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste écrit une adresse sur une serviette en papier et l'a glissée sur le comptoir. Le foyer était un entrepôt reconverti rue du Moulin, 20 lits, une salle de bain commune et une cuisine gérée par des bénévoles. Ça sentait le nettoyant industriel et la soupe réchauffée. Les néons bourdonnaient toute la nuit. Linda Mercier dirigeait l'endroit. 47 ans, cheveux courts, lunettes de lecture qu'elle ne cessait de remonter sur son nez. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle m'a tendu une serviette et a pointé le lit 14. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu es là, a-t-elle dit. Tu dois juste vouloir te relever. J'étais la plus jeune personne du foyer d'au moins 15 ans. J'ai commencé le processus de remplacement de mes documents. J'ai fait une demande pour un nouvel acte de naissance par courrier. 6 à 8 semaines, m'a-t-on dit. Je suis allé à la préfecture pour une déclaration de perte et une nouvelle carte d'identité, mais sans mes justificatifs ou d'autres documents,
j'ai été baladé dans les méandres administratifs. Revenez dans 3 semaines, puis revenez encore. Pendant que j'attendais, je faisais la vaisselle au foyer en échange d'un repas supplémentaire. Je balayais les sols. J'organisais le placard à fournitures. J'avais besoin d'être utile. J'avais besoin de bouger. Et je continuais à postuler pour des emplois. Cette fois plus loin. 50 km, 60 km. Des endroits dont mes parents n'avaient jamais entendu parler dans des villes où ils n'étaient jamais allés. Je me disais que la distance arrangerait les choses. Si j'allais assez loin, leur portée s'arrêterait. J'avais tort là-dessus aussi. Le restaurant était à Granville, à 55 km au sud, un endroit familial, nappe à carreaux, plat du jour sur une ardoise. Ils avaient besoin d'une hôtesse d'accueil. J'ai postulé en ligne à la bibliothèque et obtenu un entretien la même semaine. J'ai emprunté un chemisier à une autre résidente du foyer. J'ai pris le car départemental à 6 heures du matin. Le gérant s'appelait David. Il semblait correct. Il m'a serré la main et a dit qu'il me tiendrait au courant d'ici vendredi. Jeudi matin, David a appelé. J'ai décroché à la première sonnerie. Caroline, je suis désolé. Nous avons décidé de prendre une autre direction. Mon estomac s'est noué. Puis-je demander pourquoi? P. Ose. Longue pause. Quelqu'un nous a envoyé un document par email. Ça ressemblait à un rapport de police. Je me suis assise sur mon lit au foyer. Un rapport de police. Ce n'était pas un coup de fil cette fois. Non, un email avec une pièce jointe. Ça avait l'air officiel. Un document tapé, formaté et envoyé depuis un email anonyme à un restaurant à 55 km de là. Mon père a passé 19 ans comme chef d'atelier. Il savait rédiger des notes de service. Il savait comment formater des papiers administratifs pour qu'ils aient l'air officiels. Il avait une imprimante, un scanner et un vieux papier à en-tête d'entreprise qui ressemblait assez à quelque chose d'autoritaire si on ne regardait pas de trop près. Il s'était modernisé. Les appels téléphoniques ne suffisaient plus. Maintenant, il y avait des documents, des preuves fabriquées conçues pour ressembler à ce qu'une vérification d'antécédents pourrait produire. Ce soir-là, assise sur le lit 14, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais je connaissais le rythme. Fait toujours froid dehors? Les portes sont toujours ouvertes pour l'instant. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Puis je l'ai effacé. Mais autre chose m'est restée en tête cette nuit-là. Quelque chose que Linda avait mentionné 2 jours plus tôt. Une femme était venue au foyer pour demander après moi. Une femme que je ne connaissais pas. Elle avait laissé une carte de visite. Je n'y avais pas prêté attention alors. Maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Il a appelé un dimanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être parce qu'il pleuvait et que le toit du foyer fuyait au-dessus du lit 12 et que j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas. Rentre à la maison, Caroline. Arrêtez d'appeler mes employeurs. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai vu le carnet, papa. Quel carnet? Celui de maman avec les coches rouges. Silence. 5 secondes. 10. Je pouvais entendre le robinet de la cuisine couler en arrière-plan. Le même robinet qui goûtait depuis 3 ans parce qu'il ne l'avait jamais réparé. Tu es confuse, a-t-il dit. Tu as toujours été confuse. Je ne suis pas confuse. Je suis inemployable à cause de vous. Tu es inemployable parce que tu n'es pas prête pour le monde réel. C'est ce que j'essaie de. Je raccroche. Tu raccroches, tu perds cette famille. Je l'ai déjà perdue. J'ai appuyé sur le bouton rouge, posé le téléphone face contre le matelas, mais mes mains tremblaient. Pas de peur. De l'effort pour garder ma voix stable pendant 2 minutes et 14 secondes. Je n'ai pas rappelé. Il n'a pas rappelé. À partir de ce moment-là, ce n'était que des SMS. Une fois par semaine, parfois 2, toujours le même ton. Une porte maintenue entr'ouverte juste assez pour me rappeler qu'elle pouvait se fermer. Noël arrive. Ta mère fait une bûche. J'ai vu ton amie Cathy au magasin. Elle a demandé de tes nouvelles. Ça se rafraîchit. Le foyer ne doit pas être chaud. Chacun est éteint à hameçon.
Et chacun conçu pour me faire sentir que le problème venait de moi. Que c'était moi qui étais partie. Celle qui avait brisé la famille. Celle qui devait revenir en rampant. J'ai gardé chaque SMS. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais quelque chose en moi disait, garde tout. C'était la chose la plus intelligente que j'ai faite cette année-là. Après avoir raccroché ce téléphone, je me suis assise sur mon lit au foyer et j'ai fixé le plafond pendant longtemps. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi ? Pourquoi vos propres parents préféreraient-ils vous voir SDF plutôt qu'indépendante ? Je n'ai toujours pas entièrement cette réponse, mais je veux vous demander, vos parents ont-ils déjà détruit une opportunité pour vous pour ensuite agir comme s'ils vous rendaient service ? Si cela vous parle, j'aimerais vraiment lire votre histoire dans les commentaires. Dans les nuits calmes au foyer, et elles étaient toutes calmes, juste le bourdonnement du chauffage et quelqu'un qui toussait de lit plus loin, je pensais à ma grand-mère, Marguerite Dubois. Tout le monde l'appelait Mamie Margot. Elle vivait dans une ferme de 15 hectares à l'extérieur de Rivebois, à environ 40 minutes de Saint-Hilaire. Des poules, un potager immense et une grange qu'elle peignait en blanc chaque printemps parce qu'elle disait que ça gardait les choses honnêtes. Elle a vendu la ferme 3 ans avant sa mort. J'avais 23 ans quand elle est partie. Insuffisance cardiaque, rapide, comme elle l'aurait voulu. Aux funérailles, mon père a pleuré exactement une fois pendant l'éloge funèbre. Puis il est retourné serrer des mains et accepter les plats préparés. Mais je continuais à penser à la dernière fois où je l'ai vue seule. C'était peut-être 1 an avant sa mort. Elle m'avait invité à la ferme. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé, donc elle avait toujours accès. Nous étions assises sur le perron avec du thé glacé et elle a dit quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque. Si jamais les choses tournent vraiment mal, quelqu'un viendra te trouver. N'aie pas peur quand ils le feront. Je me souviens avoir ri. Mamie, de quoi tu parles ? Elle n'a pas ri. Elle a juste regardé le champ et a dit, je connais mon fils, ma chérie. Je le connais depuis 50 ans. Puis elle a changé de sujet, m'a demandé des nouvelles du jardin à la maison, si les tomates donnaient bien. Mais il y avait une dernière chose. Quelque chose qu'elle a dit alors que je marchais vers ma voiture. J'ai vendu la ferme, mais je n'ai pas dépensé l'argent. Souviens-toi de ça. Je ne m'en souvenais pas. Pas avant le 5e mois au foyer, allongé sur le lit 14, a fixé une tache d'humidité au plafond en forme d'hexagone. Puis je me suis souvenu de chaque mot. C'est Linda qui a remis le sujet sur le tapis. Je réapprovisionnais le placard à fournitures. Papier toilette à gauche, spray nettoyant à droite. Le genre de travail machinal qui garde vos mains occupées quand votre tête ne s'arrête pas. Et elle s'est appuyée contre le cadre de la porte avec ce regard qu'elle avait quand elle choisissait ses mots. Caroline, tu te souviens de cette femme qui est passée le mois dernier ? Je me suis arrêté. Celle qui demandait après moi. Ouais. Ruth quelque chose. Je ne lui ai pas donné tes informations. Politique du foyer. Mais elle a laissé une carte. Linda l'a sortie de sa poche arrière, légèrement pliée au coin. Elle me l'a tendue. Ruth Castan, détective privé agréé, région Nouvelle-Aquitaine. Numéro de licence PI 201477455-0182. Je l'ai lu 2 fois. Détective privé. Ma première pensée, l'évidente. Mon père a engagé quelqu'un pour me trouver. C'était son prochain coup. Me traquer. Signaler ma position. Peut-être essayer de me faire expulser du foyer sur une fausse accusation. À quoi ressemblait-elle, ai-je demandé. La cinquantaine. Cheveux gris courts, calme, poli. Linda a marqué une pause. Elle ne semblait pas être une source d'ennui, Caroline. Elle ressemblait à quelqu'un qui cherche une personne à qui elle tient. J'ai glissé la carte dans ma poche. Je n'ai pas appelé le numéro. Je n'étais pas prête à marcher dans le piège que mon père avait tendu ensuite. J'avais été déjoué trop de fois déjà, mais la carte est restée dans ma poche. Et chaque fois que je faisais la lessive, je la déplaçais dans le jean propre. Je ne pouvais pas la jeter. Quelque chose à ce sujet me tracassait. La façon dont elle était venue au foyer au lieu d'appeler. La façon dont elle avait laissé son nom au lieu de se cacher derrière un tuyau anonyme. Ce n'était pas ainsi que mes parents opéraient. Ils se cachaient. Ils mentaient. Ils envoyaient des choses depuis l'ombre.
Cette femme avait frappé à la porte d'entrée. 7e mois. Je commençais à reprendre pied. La copie de mon acte de naissance était arrivée. Et la préfecture avait enfin traité ma demande de carte d'identité provisoire. J'avais une photo de mon propre visage sur un document officiel pour la première fois de ma vie d'adulte. Petite victoire, sentiment énorme. Puis Linda m'a appelé dans son bureau. Elle était assise derrière son bureau, la porte fermée. Ça n'arrivait jamais. La porte de Linda était toujours maintenue ouverte avec une brique qu'elle avait peinte en bleu. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Pas méchamment, mais sérieusement. J'ai reçu un appel aujourd'hui. Une femme s'identifiant comme assistante sociale. Elle a dit que tu as un historique documenté de violence et que tu poses un risque pour les autres résidents. La pièce est devenue froide. C'était ma mère. Linda a hoché la tête lentement. Je me suis douté. Je travaille ici depuis 11 ans. Les assistantes sociales n'appellent pas les foyers à l'improviste pour démolir un résident. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter des informations concernant les résidents. Elle a raccroché. Linda s'est penchée en avant. Je documente cet appel dans nos dossiers. Mais je dois être honnête avec toi. Si elle contacte les services sociaux du département, si elle dépose une plainte formelle via le système, je ne pourrai peut-être pas protéger ta place ici, ça me dépasse. Je suis restée assise là. Le néon bourdonnait au-dessus. Le radiateur cliquetait. Mes parents avaient saboté mes demandes d'emploi. Ils avaient fabriqué des rapports de police. Ils avaient vidé mon compte en banque et gardé mes papiers d'identité. Et maintenant, ils essayaient de m'enlever le dernier endroit où je pouvais dormir la nuit. Puis quelque chose a changé à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude et brouillonne et elle s'épuise. C'était différent. C'était clair. Comme une fenêtre que quelqu'un avait barbouillée de graisse pendant des années. Et je l'avais enfin nettoyée. J'avais fini d'avoir peur. J'étais prête à être précise. Saint-Hilaire tient un conseil municipal le premier jeudi de chaque mois. Chaise pliante dans la salle des fêtes. Néon. Un microphone sur un pupitre qui grésille si vous vous tenez trop près. 15 à 40 personnes se présentent, selon qu'il y a un litige de zonage ou une plainte concernant un nid de poule. La plupart du temps c'est la même douzaine de retraités et un gars qui essaie d'obtenir un panneau stop rue des Ormes depuis 3 ans. Linda m'a dit, les nouvelles vont vite dans une ville de cette taille. Ton père s'est inscrit pour parler ce soir, a-t-elle dit. J'y suis allé. Je me suis assise au dernier rang près de la sortie dans une veste empruntée. Je n'avais pas été dans un espace public à Saint-Hilaire depuis mon départ. Gérard se tenait au pupitre à 19h22. Il portait sa bonne chemise, la bleue que Denise repassait pour les enterrements et les rendez-vous à la banque. Sa voix s'est brisée sur la première phrase, et je savais que c'était répété. Je suis ici en tant que père, a-t-il dit. Ma fille a quitté la maison et est tombée dans de mauvaises fréquentations. Elle vit dans un foyer. J'ai essayé de la ramener à la maison, mais elle refuse. Il a fait une pause. A laissé le silence agir. Une femme au 2e rang a mis sa main sur sa bouche. Je demande à cette communauté de m'aider à atteindre ma petite fille. Au 1er rang, Denise était assise, les mains jointes sur ses genoux, des larmes coulant sur son visage. La femme à côté d'elle, Madame Perrier de la Poste, s'est penchée et lui a serré le bras. Les gens se sont retournés pour me regarder. Je pouvais le sentir. 40 pères d'yeux, certains compatissants, certains curieux, certains déjà convaincus. L'homme au pupitre était un père au cœur brisé. La fille au dernier rang était le problème. Personne ne m'a demandé si je voulais parler. La réunion a continué. Je n'ai pas dit un mot, et j'ai sorti un carnet et noté tout ce que mon père avait dit, mot pour mot. Puis je suis parti par la porte latérale. Après cette réunion, Saint-Hilaire a pris sa décision à mon sujet. La supérette où j'avais demandé pour de la mise en rayon à temps partiel, la femme du gérant avait été à la réunion. Poste pourvu. L'employé de la station-service qui avait l'habitude de me faire un signe de tête a commencé à regarder au-delà de moi au foyer. Une des bénévoles, une enseignante retraitée nommée Barbara, m'a prise à part pendant le déjeuner. Ma chérie, peut-être que tu devrais juste rentrer chez toi. Ton papa a le cœur brisé.
J'ai posé ma cuillère. Avez-vous entendu son discours? Tout le monde l'a entendu. Ce pauvre homme debout là-haut suppliant sa petite fille de rentrer à la maison. Je voulais crier. Je voulais sortir mon téléphone et lui montrer les SMS. Rentre. Excuse-toi. J'y réfléchirai. Je voulais décrire le carnet bleu avec les coches rouges et le faux rapport de police et l'appel au foyer prétendant que j'étais violente, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais appris quelque chose durant ces 7 mois, quand votre accusateur pleure en public, personne n'écoute l'accusé. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'une paroisse locale a appelé le foyer. Pas une église spécifique, juste un membre inquiet de la communauté religieuse, suggérant une réunion de réconciliation familiale. Linda a poliment décliné en mon nom. Les murs se refermaient. Mes parents avaient transformé la ville entière en leur système de surveillance. Chaque voisin compatissant et chaque bénévole bien intentionné, chaque personne qui a vu la lèvre tremblante de Gérard à ce pupitre, ils sont tous devenus des extensions du piège. Mais je continuais à penser à ce que ma grand-mère avait dit. Quelqu'un viendra te trouver. Et je continuais à penser à cette carte de visite dans ma poche. Ruth Castan, détective privé. Je n'avais plus rien à perdre. Le foyer était le dernier mur entre moi et la rue. Cette nuit-là, j'ai sorti la carte et appelé le numéro. Elle est venue le lendemain matin, 8 heures pile, et Linda l'a laissée entrer. Ruth Castan était exactement comme Linda l'avait décrite, la cinquantaine, cheveux gris courts, pas de bijoux, pas de bêtises. Elle portait une veste bleu marine simple, et portait une mallette en cuir brun qui semblait plus vieille que moi. Elle s'est assise sur la chaise pliante à côté de mon lit. Le foyer était presque vide. Tous les autres étaient au centre de jour ou dehors à chercher du travail. Caroline Dubois, c'est moi. Elle a posé la mallette sur le lit entre nous. Sur le cuir, écrit à l'encre noire délavée, il y avait 4 mots, pour Caroline. Quand elle sera prête. L'écriture de ma grand-mère. L'air a quitté mes poumons. Je m'appelle Ruth Castan. Je suis détective privé agréé. Votre grand-mère Marguerite m'a engagé il y a 10 ans. 10 ans? J'aurais eu 18 ans. Elle m'a payé une provision à l'avance pour une décennie de surveillance périodique sur vos parents. Ses instructions étaient spécifiques. Ruth a fait une pause. Et donnez-lui ceci. Comment saviez-vous? Comment saviez-vous que c'était assez grave? Ruth m'a regardé fixement. Quand votre mère a appelé le foyer en prétendant être une assistante sociale, je surveillais déjà la situation. Je traquais les appels aux employeurs depuis 2 ans. J'ai des enregistrements de 37 contacts distincts que votre mère a effectués. J'ai aussi des copies des documents fabriqués que votre père a créés, j'ai tout. J'ai fixé la mallette, l'écriture de ma grand-mère. Une décennie de planification. Une vieille femme dans une ferme vendue regardant 10 ans dans le futur et voyant exactement ce qui allait se passer. Elle a prédit ça, a dit Ruth doucement. Presque à l'année près. J'ai tendu la main vers le fermoir. À l'intérieur, sur le dessus, se trouvait une enveloppe scellée, couleur crème. Mon nom avec l'écriture de Mamie Margot, la même cursive qu'elle utilisait sur les cartes d'anniversaire. Je lis ceci, les choses ont mal tourné. Je suis désolé de ne pas avoir pu arrêter ton père de mon vivant. J'ai essayé. J'ai passé 30 ans marié à un homme tout comme lui, ton grand-père. Et je sais comment les murs se referment, comment ils te font penser que la cage est normale. Mais j'ai passé mes dernières années à m'assurer que tu ne serais pas piégé pour toujours. À l'intérieur de cette mallette se trouve ta sortie. Utilise-la sagement. Ne l'utilise pas pour la vengeance. Utilise-la pour la liberté. Je t'aime plus qu'il ne m'a jamais laissé te le montrer. Mamie Margot. J'ai reposé la lettre. Mes mains étaient stables. Mes yeux ne l'étaient pas. Ruth a attendu. Puis elle a ouvert un deuxième compartiment dans la mallette et a sorti un épais dossier cartonné. Elle l'a posé sur le lit et l'a ouvert. 5 ans de documentation, organisée par date, avec des onglets. Des enregistrements des appels téléphoniques de Denise, 37 d'entre eux, où elle s'identifiait comme une voisine inquiète, une amie de la famille, et dans 2 cas, une assistante sociale. Chaque enregistrement avait un horodatage, un numéro de téléphone et une transcription. Des copies de mails envoyées depuis un compte anonyme tracé jusqu'à l'adresse IP du foyer Dubois contenant des pièces jointes qui imitaient des rapports de police. Ruth avait des captures d'écran et des métadonnées.
des photographies du carnet bleu prises à travers la fenêtre de la cuisine des Dubois lors d'une des visites de surveillance périodique de Ruth. J'ai regardé Ruth. Est-ce admissible au tribunal? Absolument tout. J'ai obtenu ces preuves légalement dans le cadre de mon enquête en tant que professionnel agréé. Ma documentation suit une chaîne de traçabilité stricte. J'ai fermé le dossier, les rouvert, les fermé. Il y a encore une chose, a dit Ruth. Au fond de la mallette, sous le dossier, se trouvait une grande enveloppe jaune. Elle était scellée avec un cachet de cire, pas décoratif, juste pratique, le genre qu'un notaire utilise. Dans le coin supérieur gauche, étude de maître Philippe Durand, Milmont. J'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur, une pile de documents juridiques, attachés et ongletés en bleu. Ruth parlait pendant que je lisais. Votre grand-mère a vendu sa ferme il y a 10 ans pour un peu moins de 300 000 €. Elle a placé le produit de la vente dans une fiducie qui est devenue irrévocable à son décès. L'argent a été géré de manière prudente. Certificat de dépôt, obligation d'État, par un fiduciaire à l'étude de maître Durand. J'ai regardé le chiffre sur la page de résumé. Puis j'ai regardé à nouveau. 340 000 €. La seule bénéficiaire, a continué Ruth, c'est vous, Caroline Dubois. Aucune autre partie n'est nommée. Votre père n'a aucune connaissance de cette fiducie. Votre grand-mère a été explicite à ce sujet. Elle a donné instruction à maître Durand de n'avoir aucun contact avec Gérard ou Denise sous aucune circonstance. J'ai posé les papiers sur le lit. Le matelas du foyer s'affaissait sous leur poids. Ou peut-être que c'était moi. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas simplement donné avant? Elle a écrit une note à maître Durand à ce sujet, a-t-elle dit, et je paraphrase. Si je lui donne maintenant, Gérard trouvera un moyen de le prendre. Elle doit en avoir besoin d'abord. J'ai regardé l'écriture de ma grand-mère sur la mallette, pour Caroline. Quand elle sera prête. Pourquoi? Pour accéder au fonds, a dit Ruth, vous devrez rendre visite à maître Durand en personne avec une pièce d'identité valide. Un acte de naissance ou une carte d'identité délivrée par l'État fera l'affaire. J'ai cherché dans ma poche arrière, sorti la carte d'identité temporaire que j'avais obtenue de la préfecture 2 semaines plus tôt, celle pour laquelle je m'étais battu 3 mois. C'était le bon moment. Elle avait tout prévu. L'étude de Philippe Durand était au-dessus d'une quincaillerie dans le centre-ville de Milmont. Escalier étroit, porte vitrée avec lettrage doré, et une salle d'attente avec 2 chaises et une fougère qui avait vu de meilleures décennies. Ruth m'a conduite. Je portais la seule tenue propre que j'avais. Un jean, un chemisier blanc emprunté à Linda, et des chaussures que j'avais achetées dans une friperie pour 4 €. Durand avait 64 ans, de fines lunettes à monture métallique. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main avec ses 2 mains. Votre grand-mère parlait de vous constamment, a-t-il dit. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il a vérifié ma carte d'identité, vérifié l'acte de naissance que j'avais reçu par courrier. Il a croisé mon numéro de sécurité sociale via un système sécurisé, tout correspondait. Tout était en ordre. La fiducie est active, a-t-il dit. Vous avez un accès complet au fonds à partir d'aujourd'hui. Il a fait glisser un document sur le bureau. J'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Votre grand-mère m'a aussi laissé des instructions. Elle a écrit, Caroline aura peut-être besoin d'un avocat avant d'avoir besoin de l'argent. Il a ouvert un tiroir de bureau. Elle m'a demandé de vous référer à quelqu'un si nécessaire, une litigatrice. Il m'a tendu une carte de visite. Maître Hélène Bourgeois, contentieux civil, diffamation, harcèlement, basé à Milmont. J'ai pris la liberté de l'appeler ce matin, a dit Durand. Elle peut vous voir à 14 h. J'ai regardé la carte, puis Durand. Est-ce que ma grand-mère a prévu ça aussi? J'ai appelé Hélène Bourgeois à 13h45. J'étais dans son bureau à 14h10. À 15h30, elle avait passé en revue tout le dossier de preuve de Ruth, chaque enregistrement, chaque document fabriqué, chaque entrée cochée dans ce carnet bleu. Ces mots exacts, c'est de la diffamation caractérisée. Affirmer faussement que quelqu'un a un casier judiciaire est attaquable en justice sans même avoir à prouver le préjudice moral, mais là nous avons des dommages matériels, 3 années entières. Elle a déposé la plainte cette semaine-là. Gérard Dubois a été assigné un lundi matin à 8h15.
Un huissier de justice a remonté l'allée pendant que Gérard vérifiait la boîte aux lettres. Cette madame Perrier de la Poste arrosait ses azalées 2 portes plus loin. Elle a tout regardé, l'enveloppe, le visage de Gérard, la façon dont il est resté debout dans l'allée à lire la première page sans bouger pendant 1 minute entière. Denise a été assignée séparément 1 heure plus tard à la supérette de Saint-Hilaire. Elle était dans l'allée des céréales. 3 personnes qu'elle connaissait de son groupe de cuisine étaient dans le magasin à ce moment-là. À midi, la moitié de Saint-Hilaire était au courant. Au dîner, l'autre moitié. Gérard a appelé mon téléphone 14 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Hélène m'avait conseillé, toute communication passe par l'avocat maintenant. À 18h47, un SMS est arrivé. Tu vas regretter ça. Je suis ton père. Hélène l'a enregistré. Pièce à conviction numéro 47. Le jour suivant, Denise a commencé sa campagne. Elle a appelé 5 voisines en un seul après-midi. À travers les larmes, toujours les larmes, elle a dit à chacune la même chose, ma fille me poursuit parce que je l'aimais trop. Mais quelque chose avait changé. La plainte a été déposée au tribunal judiciaire. Les dossiers judiciaires sont accessibles, et les gens dans les petites villes lisent les potins locaux avec avidité. À la fin de la semaine, quelqu'un au relais routier avait trouvé les détails de la plainte. Le résumé était juste là, noir sur blanc. Faux rapport de police, usurpation d'identité d'un travailleur social, 37 appels documentés aux employeurs sur une période de 3 ans. Pour la première fois, quelqu'un a posé à Denise la question à laquelle elle ne s'était pas préparée. C'était Thomas Adler, le voisin de Gérard depuis 30 ans. Il l'a croisé à la station-service. « Denise, est-ce vrai que tu as appelé ces employeurs ?» Elle n'a pas répondu. Elle est montée dans sa voiture et est rentrée chez elle. Gérard s'est inscrit pour parler au prochain conseil municipal. Bien sûr qu'il l'a fait. Le pupitre avait fonctionné une fois. Il pensait que ça fonctionnerait encore. Cette fois, la salle était pleine. 60 personnes, peut-être plus. Des chaises pliantes sorties du placard de rangement. Des gens debout le long du mur du fond. Ce n'était plus à propos des nids de poules. Je me suis assise au 3e rang. Pas au fond, au 3e rang. Hélène Bourgeois était assise à côté de moi, bloc-notes sur les genoux, stylo en main. Elle portait un blazer gris et une expression qui ne trahissait rien. Gérard a pris le pupitre à 19h15. La plupart d'entre vous me connaissent, a-t-il dit. J'ai vécu à Saint-Hilaire toute ma vie. J'ai entraîné l'équipe de foot junior. J'ai siégé au comité des fêtes. Et maintenant, ma propre fille essaie de détruire cette famille avec un procès frivole. Il a agrippé les côtés du pupitre. Elle a été influencée par des étrangers, des avocats, des gens qui ne connaissent pas cette famille. Je demande à cette communauté de se tenir avec moi. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard, je n'ai pas scié. La salle était silencieuse. Puis Hélène s'est levée. Je m'appelle Hélène Bourgeois. Je suis avocate au barreau, et je représente Caroline Dubois. Elle a parlé calmement. Une plainte a été déposée au tribunal judiciaire. La plainte et ses preuves à l'appui font partie du dossier public. J'encourage quiconque ici qui est curieux à les consulter plutôt que de se fier à la version des faits d'une seule personne. Elle s'est rassise. Pas de drame, pas d'accusation, pas de voix élevée. La salle est restée silencieuse pendant 8 secondes entières. J'ai compté. Puis le président du conseil s'est raclé la gorge et est passé au point suivant de l'ordre du jour. Gérard est resté au pupitre un moment de plus. Puis il s'est rassis. Il ne m'a plus regardé. Le tribunal a accordé l'ordonnance de protection 11 jours plus tard. 150 mètres. Pas de contact direct, pas de contact par des tiers, pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de lettres, pas de mails, pas de messages relayés par les voisins, amis, ou qui que ce soit d'autre. Gérard l'a violée dès la première semaine. Il a emprunté le téléphone de son voisin, un homme nommé Daniel, qui ne savait pas, et m'a envoyé un SMS, ce n'est pas fini, Caroline. Hélène l'a documenté, déposé au tribunal. Gérard a reçu un avertissement officiel du juge. Une violation de plus et il ferait face à des accusations d'outrage au tribunal. L'affaire de diffamation a avancé. Hélène a soumis le dossier de preuve de Ruth, les enregistrements, les journaux d'appel,
les documents fabriqués, les métadonnées liant les emails anonymes à la maison Dubois. 37 appels, 5 faux rapports de police, 3 ans d'interférence systématique avec ma capacité à gagner ma vie. Gérard a engagé un avocat bon marché de 2 départements plus loin, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Après avoir examiné les preuves, il a appelé Hélène et a recommandé un règlement à l'amiable. Gérard a refusé. Je ne transige pas avec ma propre fille. Son avocat s'est retiré de l'affaire la semaine suivante. Gérard n'a pas engagé de remplaçant. Pendant ce temps, les archives judiciaires faisaient leur travail. À Saint-Hilaire, les documents publics sont des conversations publiques. Les gens lisaient, les gens parlaient. Tu as vu la partie sur l'appel de l'assistante sociale? Elle a passé 37 appels. Gérard a falsifié un rapport de police. Gérard Dubois, au relais routier de Saint-Hilaire où j'avais l'habitude de débarrasser les tables à 14 ans. Le cuisinier a dit à un habitué, cette fille a postulé ici une fois. Je l'ai refusée à cause d'un coup de fil. J'en suis malade. La vérité n'a pas besoin d'un pupitre. Elle a juste besoin d'être accessible. Lentement, puis tout d'un coup, Saint-Hilaire a commencé à lire. Denise a été la première à le sentir. Le cercle de cuisine du jeudi, un groupe de 8 femmes qui se réunissaient chez les unes et les autres depuis 15 ans, lui a envoyé un message par l'organisatrice du groupe. Nous pensons qu'il est préférable que tu fasses une pause pour l'instant, Denise. Juste jusqu'à ce que les choses se tassent. Les choses n'allaient pas se tasser. Puis Gérard est allé au café sur la Grand-Rue, sa banquette, sa routine matinale depuis 20 ans. La banquette était occupée par personne. Les gens ne s'asseyaient tout simplement pas là. Il a pris une table près de la fenêtre. Personne ne l'a rejoint. La serveuse a rempli son café sans croiser son regard. Thomas Adler, son voisin, celui qui avait posé la question à Denise à la station-service, est venu à la maison. Gégé, je te connais depuis 30 ans. Gérard se tenait dans l'encadrement de la porte, une main sur le cadre. Est-ce que tu as vraiment falsifié un rapport de police? Gérard lui a fermé la porte au nez, n'a pas dit un mot. Du côté juridique, les choses se sont accélérées. David, le gérant du restaurant à Granville, qui avait annulé mon entretien après avoir reçu le faux rapport de police. Il a appelé le cabinet d'Hélène volontairement. Il a dit qu'il était prêt à témoigner. Il avait toujours l'email avec la pièce jointe falsifiée sauvegardée dans sa boîte de réception. Bernard de la quincaillerie de Milmont s'est manifesté aussi. Il avait gardé une note sur l'appel téléphonique dans son dossier d'embauche. Il se souvenait de la date. Il se souvenait de la voix. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. Je ne suis pas allé faire du porte-à-porte pour raconter ma version. Je n'avais pas à le faire. Les preuves existaient. Les dossiers du tribunal étaient publics. Et les gens de Saint-Hilaire, malgré tous leurs défauts, savaient lire. La ville ne s'est pas retournée contre Gérard parce que je leur ai demandé. Ils se sont retournés parce que les comptes n'étaient plus bons. Gérard ne s'est pas présenté au tribunal. Après le retrait de son avocat, il s'est représenté lui-même pour exactement un dépôt. Une réponse manuscrite qui disait en entier, c'est une affaire de famille et le tribunal n'a aucune juridiction sur le droit d'un père de protéger son enfant. Le juge n'était pas d'accord. Quand Gérard ne s'est pas présenté à l'audience, Hélène a demandé un jugement par défaut. Le tribunal l'a accordé. Diffamation, atteinte illicite à la réputation professionnelle, dommages et intérêts, 85 000 €, calculés sur 3 ans de perte de revenus et de préjudices documentés. Gérard n'a pas payé. Hélène a déposé une hypothèque judiciaire sur la maison des Dubois. J'étais assise dans le bureau de Philippe Durand quand le jugement est arrivé. Il l'a imprimé et me l'a tendu par-dessus le même bureau où j'avais signé les documents de la fiducie 2 mois plus tôt. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « Fatigué » ai-je dit. Et je le pensais. Cette même semaine, Durand m'a offert un emploi, et pas par charité. Il m'avait observé organiser les dossiers de preuve de Ruth, construire des chronologies, recouper les dates. « J'ai besoin d'une assistante administrative » a-t-il dit. Vous êtes la personne la plus organisée que j'ai rencontrée en 40 ans de pratique. J'ai commencé le lundi suivant. 16,50 € de l'heure. Avantage après 60 jours.
Un bureau près de la fenêtre avec une fougère qui avait besoin d'être arrosée. Avec les fonds de la fiducie, j'ai loué un appartement d'une chambre à Millemont. Rez-de-chaussée, petite cuisine, une porte avec une serrure et une clé qui m'appartenait. J'ai acheté une Honda Civic d'occasion avec 220 000 km. J'ai ouvert un compte bancaire avec seulement mon nom dessus. J'ai acheté des courses pour la première fois de ma vie sans demander la permission à personne. L'appartement était calme. Personne ne demandait où j'allais. Personne ne vérifiait mes emails. Personne n'appelait mon employeur. Le calme était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Vous savez, quand j'étais assise dans cette salle d'audience et que le juge a lu le verdict, je n'ai pas ressenti de joie. Je me sentais fatigué. 3 ans de ma vie partis, 8 mois dans un lit de foyer, tout ça parce que mes parents préféraient me détruire plutôt que de me laisser partir. Laissez-moi vous demander quelque chose de précis. Si vos parents avaient falsifié un rapport de police pour vous empêcher d'obtenir un emploi, les auriez-vous poursuivis en justice ou seriez-vous partis? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. 3 mois après le jugement, une lettre est arrivée au foyer. Linda me l'a fait suivre. Denise l'avait envoyée à mon ancienne adresse. Pas à ma nouvelle. Une zone grise technique dans l'ordonnance de protection, mais une violation de son esprit. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine. Ma table de cuisine. Chère Caroline, je suis ta mère. Je serai toujours ta mère. Papa dit qu'il est désolé. Viens dîner pour Noël. On peut mettre ça derrière nous. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Papa dit qu'il est désolé, papa est désolé, dit comme si elle relayait un bulletin météo. On peut mettre ça derrière nous. Pas, j'avais tort. Pas, je n'aurais pas dû appeler tes employeurs 37 fois. Pas, j'ai falsifié des documents pour te garder inemployable. Juste on peut mettre ça derrière nous comme si c'était un désaccord sur le thermostat. Je suis resté avec cette lettre pendant 1 heure. J'ai fait du café. J'ai nourri mon chat, une tigrée que j'avais adoptée au refuge de Millemont et nommée Maggie parce que bien sûr que je l'ai fait. Puis j'ai répondu par l'intermédiaire d'Hélène comme l'ordonnance de protection l'exigeait. Maman, je te souhaite le meilleur. Mais l'amour n'inclut pas le sabotage de la capacité de ton enfant à survivre. Tu as appelé mes employeurs. Tu as usurpé l'identité d'une assistante sociale. Tu as essayé de me faire expulser du seul endroit où j'avais pour dormir. S'il te plaît, respecte l'ordonnance du tribunal. Ne me contacte plus jamais. Caroline. J'ai scellé l'enveloppe, les timbré, j'ai conduit jusqu'au bureau de poste de Millemont, pas celui de Saint-Hilaire, pas celui où Madame Perrier me verrait et rapporterait tout. Puis je suis rentré chez moi. Ma maison. J'ai cuisiné un dîner pour une personne. Pâtes, pain à l'ail et un verre d'eau. Maggie s'est assise sur le comptoir et m'a regardé manger. C'était le meilleur repas que j'ai jamais eu. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mes parents. Je vous la raconte parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est allongé dans un lit qu'il ne possède pas, fixant un plafond qu'il ne peut pas peindre, se demandant si vouloir une vie à soi fait de lui une mauvaise fille ou un mauvais fils, ou un ingrat ou un égoïste. Ce n'est pas le cas. Vouloir travailler n'est pas une trahison. Vouloir l'indépendance n'est pas un manque de respect. Et s'éloigner des gens qui détruisent activement votre vie n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Ma grand-mère n'a pas pu se sauver elle-même. Elle a passé 30 ans mariée à un homme qui contrôlait tout. Où elle allait, à qui elle parlait, ce qu'elle avait le droit de vouloir. Au moment où elle s'est libérée, elle avait 70 ans et vivait dans un appartement loué avec rien d'autre qu'une ferme vendue et un plan. Mais elle m'a sauvé. Elle l'a planifié 10 ans à l'avance. Elle a engagé un détective privé qui a mis en place une fiducie et écrit une lettre qu'elle a scellée dans une mallette en espérant que je n'aurais jamais besoin de l'ouvrir. C'est à ça que ressemble le véritable amour. Pas le contrôle déguisé en inquiétude. Pas le sabotage déguisé en protection. L'amour fait un plan pour votre liberté, même quand ça coûte tout. J'ai 28 ans maintenant. Je travaille comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats à Millemont. J'économise pour reprendre des études. J'ai un appartement d'une chambre, une Honda d'occasion et un chat nommé Maggie qui perd ses poils sur tout ce que je possède. Et je ne parle pas à mes parents. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours. Mais la clé est à moi maintenant.
Il ne décide pas quand elle s'ouvre. Mamie Margot a écrit dans sa lettre, « La liberté n'est pas gratuite, mais tu vaux chaque centime. » Elle avait raison. Gérard a vendu la maison. Il n'a pas eu le choix. L'hypothèque déposée par Hélène signifiait que le jugement devait être satisfait avant que la propriété ne puisse être transférée, et Gérard ne pouvait pas se permettre de payer 85 000 € de sa poche. La maison rue des Érables, celle où j'ai grandi, celle avec le perron où il lisait son journal et faisait semblant de ne pas savoir ce que faisait sa femme, s'est vendue pour 168 000 €. Après le remboursement de la dette, les frais d'agence et les impôts fonciers en retard qu'il ignorait, il est reparti avec juste assez pour louer. Lui et Denise ont déménagé dans un parc de mobil-homes à l'extérieur de Gaillon, à 20 minutes de Saint-Hilaire, assez près pour toujours faire leurs courses à la supérette, mais assez loin pour qu'ils arrêtent de croiser des gens qui avaient l'habitude de les saluer. Gérard n'a jamais admis qu'il avait tort, pas une seule fois. Et il a raconté à ses nouveaux voisins la même histoire qu'il a racontée au conseil municipal. Ma fille a subi un lavage de cerveau par une avocate. Il racontera probablement cette histoire jusqu'au jour de sa mort. Certaines personnes préféreraient tout perdre plutôt que d'admettre qu'elles étaient le méchant. Mais Denise a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ruth me l'a dit des mois plus tard lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Denise avait commencé à voir un psychologue de son côté sans que Gérard le sache. Elle a dit au thérapeute lors de leur 3e séance, « Je crois que j'ai fait quelque chose de terrible. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne suis pas prête à lui pardonner. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je peux concevoir 2 choses à la fois. La femme qui a appelé 37 employeurs et menti sur sa fille. Et la femme qui s'est finalement assise sur une chaise et a dit la vérité à voix haute. Les gens sont compliqués. Même ceux qui vous blessent le plus. Mais compliqué ne signifie pas que vous leur devez un accès à votre vie. La guérison ne nécessite pas la réconciliation. Et parfois, cela nécessite juste de la distance. C'est mon histoire. I imagine that he's just kind of cooking waffles in the other room. Yeah, for real. He's just making food and making excuses. Like, bro. His water intake is insane. I'll be right back. Sorry, I'm back. Yes, the answer is yes. I drink far too much water. I am not making waffles, whoever asked me. I did. Oh. No. I'm like, he's making waffles in the other room, I swear. With how much I get up, you'd think so. I literally only drink water and booze. It's the 2 things I drink. Ugh. I'm definitely sure he heard y'all say that he carries his headphones everywhere. Yeah, I do. I do. I always do just in case, like if anything bad gets said, that's all. I have to make sure it's happened before. I've got PTSD ever since, like, having voodoo in comms and stuff, like, just saying shit he wasn't supposed to. Whew.
That was always rough. Oh man, think frogging. dude, I need a fucking chiropractor, bro. Yeah, frogging JFK. Huh? Frog dude AFK. Oh man. I don't even feel like there's a point going into skirmish. Need a what? Is it chiropractor? You know how when you go to a gym, usually the mentality you should have is like don't look at anybody else, don't make fun of them. They probably won't do the same. But I get so nervous when I get on the treadmill. Yeah, no one cares. First of all, it's Gaim. Time? Get the fuck out of here, dude. The dude that gives you a And what's the massage? second of all? No, they like snap your fucking body into place. Don't be embarrassed. Don't feel bad. Like, everyone's there. What the fuck are we talking about? Eating hot Gym. dogs. Oh, I don't go to the gym. Oh. What were you saying? Don't feel embarrassed? What? I don't feel bad. I mean, Yeah, everyone- don't Oh, I feel tried embarrassed, to- literally no one I- cares. Yeah, I mean, I try, but like, it's anxiety. Half the people you're probably going to Anxiety. see are on roids anyway. Yeah, I mean, if you're feeling scared and like anxious, just go up to the most worried guy you can see and just ask him how he gets through the day. He'll help you. I'm sure. The amount of people that are like, oh, I just train every day, but it's like, no. It's like, yes, they train, but the roids is what actually puts them in that shape. Oh, yeah. I mean, even movie celebrities, like, all of them. Dude, I honestly just want to lose a bit of belly, bro. That's it. I can hop up now and get back to work. I got like 2.5 hours of work left. That's all good. No worries. The best mistake one could ever make. Bye-bye. Yeah, Arius, I think you're in the wrong game. This isn't Heroes of the Storm or Diablo. Or your mom's basement. I got you. Reaper. Oh, Jesus. Okay. Back it up, Zarya. Nah. I got you. Yeah, I got you. Dude, I am sucking that hamster dry. Okay. Crazy. Not gonna say that again. No, please do. Holy shit, that hit her. I'm dead. Hey. I burned to death. How does she have her already? He ate ass.